Je m'appelle Miles Carrington, et dès l'instant où j'ai posé le pied sur le sol en marbre poli du Hartford Estate à Charleston, j'ai senti que cette soirée n'était pas faite pour moi. Le parfum du magnolia flottait par les fenêtres ouvertes, se mêlant à la douce lueur des lustres en cristal et au murmure des conversations polies. Alana m'a conduite par le coude dans la grande salle à manger, où une table en acajou, plus longue que la plupart des salons, était dressée avec de l'argenterie rutilante et des verres en cristal étincelant. Sa mère, Evelyn, m'a adressé un sourire préfabriqué, et son père, Gregory Hartford, était assis à la tête, ressemblant parfaitement au patriarche avec son costume sur mesure et ses boutons de manchette. J'ai ravalé la boule dans ma gorge en m'asseyant à la droite d'Alana, le poids d'attente inconnu me serrant la colonne vertébrale. J'ai ressuscité des souvenirs de réunions moins opulentes, de nuits tardives dans mon appartement exigu, de projets pour Sable, de rêves nourris par l'imperfection, et je me suis rappelé que j'appartenais à cet endroit autant qu'à n'importe quel Hartford, grâce à mon amour pour Alana. La lueur des bougies dansait sur ses cheveux noirs, et l'espace d'un instant, j'ai cru pouvoir me glisser dans la fête sans être remarqué. Gregory a commencé son toast, levant son verre d'un geste théâtral. À Camille, a-t-il dit d'un ton doux comme la soie pour avoir surmonté les rigueurs d'un MBA et élevé notre héritage familial. Des applaudissements polis ont suivi, et je me suis joint à eux, même si mon cœur battait la chamade. Tandis que les serviettes étaient pliées et les verres remplis, le regard de Gregory s'est posé sur moi, la curiosité se transformant en dédain. Il s'est éclairci la gorge, les lèvres retroussées en un rictus expert. Et à ceux qui se marient dans cette famille en espérant se reposer sur leur charme, dit-il lentement, chaque mot mesuré comme gravé dans la pierre, avec rien d'autre qu'une ambition creuse et un diplôme d'études secondaires à leur actif. Un silence s'abattit, et je le sentis résonner dans l'invité comme l'écho d'une argenterie tombée. Mon pouce s'accéléra. Je forçai un sourire poli qui me parut cassant sous mes dents. La main d'Alana reposa sur la mienne, chaude et anxieuse, mais je n'osais la serrer. Je retins ma langue tandis que les rires rythmaient nerveusement autour de la table, marchandisant la sympathie pour un homme qui manquait de classe. La toux polie d'Evelyn passa inaperçue à Gregory, qui caressa nonchalamment le bord de son verre d'un doigt impeccable. Camille, radieuse dans sa robe inspirée d'une toque et d'une robe, un demi-sourire aux lèvres, me regardait comme un jouet étrange et inadapté, amusant mais pas digne d'attention. Je sentais l'inclinaison de chaque tête, la question silencieuse, pourquoi est-il là? Pourtant, je restais immobile, un îlot de calme au milieu d'un mépris à peine voilé. Quelques instants plus tard, Gregory laissa tomber son verre sur la table si violemment que le pied se brisa. Des éclats de cristal tintèrent comme un rire moqueur. Il pointa un doigt vers moi, les yeux flamboyants. « Sors d'ici, espèce de voyou !» Les mots me frappèrent violemment. La salle entière se figea tandis que je me levais. Le froissement de la soie et du taffy-davy, le frottement des chaises, la soudaine inspiration. Chaque son semblait amplifié à mes oreilles. Alana paraissait effondrée, le visage vidé de ses couleurs. Pas une âme ne se défendit. Ni père, ni fille, ni sœur. Ceux-là même qui prétendaient m'aimer m'avaient abandonné à cet instant. Je m'éloignai de la table, mon blazer de créateur en poche, me sentant lourde, suffocante. Chaque pas vers la porte était mesuré, calme, réfléchi. Ma poitrine se serra, mais je respirais régulièrement, savourant le choc que je voyais se refléter dans leurs yeux. Je m'arrêtai sur le seuil et murmurai à voix basse. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis. » Leurs expressions vacillèrent. Surprise, confusion, peut-être une lueur de regret, puis se durcirent et retrouvèrent un calme impeccable. Je refermai la grande porte à 2 battants derrière moi et descendis l'escalier de marbre dans la douce lueur des lumières de la terrasse. Dehors, l'air nocturne sentait le sel et le magnolia. Le chant lointain des grillons résonnait dans le silence du port, au-delà des jardins impeccables. Je sortis mon téléphone et vérifiai l'heure. 20h17. Parfait. J'écrivis un message rapide à mon conseiller juridique. Ce soir, initiez le transfert. Envoyé. Pas de retour en arrière possible. Je rangeai le téléphone dans ma poche et contemplai les fenêtres illuminées de la cité de Hartford. Je ne ressentis aucune colère, seulement la puissante impulsion qui s'empare de moi lorsqu'on réalise à quel point le monde vous sous-estime. Ils pensaient m'avoir dépouillé de ma dignité. Ils ignoraient que j'avais bâti une vie valant 45 millions de dollars à l'ombre de leur mépris. Ils pensaient que j'allais supplier,
implorer, râler. Au lieu de cela, je leur montrerai le vrai sens de la valeur. J'ai inspiré profondément, savourant la promesse de liberté dans la brise humide de Charleston. En me tournant vers la voiture qui m'attendait, je n'éprouvais aucun ressentiment, seulement la profonde certitude que c'était mon histoire désormais, et qu'elle ne faisait que commencer. J'ai construit mes premières vraies fondations sur le sol fissuré d'un garage, entouré de tasses à café vides et de la lueur déclinante d'une lampe de bureau solitaire. À 28 ans, tandis que mes pères couraient après les promotions et les intrigues de bureau, je poursuivais une vision. Sable-Corps, une start-up d'API logistique née de la frustration face à des systèmes de fret obsolètes. Je me souviens du jour où j'ai présenté notre prototype à ce transporteur régional, les mains moites, la voix tremblante. Pourtant, je parlais avec la conviction farouche de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Lorsqu'ils ont signé ce premier contrat d'exclusivité, j'ai eu l'impression de découvrir un trésor enfoui, la preuve que le courage et l'ingéniosité comptaient plus que le pédigré ou le raffinement. À l'époque, ma vie se déroulait parfaitement entre 2 ordinateurs portables et un tableau blanc rempli d'organigrammes. Je vivais de nouilles instantanées et de mets de refus, mais chaque message nourrissait ma détermination. Au petit matin, bien avant que l'aube ne perce la vitre, je griffonnais du code pendant que mes 2 développeurs, Sarah et Dion, épluchaient les journaux d'erreur tels des archéologues déterrant des indices. Nous avions une machine à café cassé qui crachait des gouttes de boue sans conviction. Pourtant, son amertume est devenue notre rituel, un témoignage de sacrifice. Les week-ends se sont fondus dans les jours de semaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distinction. Que du progrès, ligne après ligne, construction après construction. À 30 ans, Sable-Corps était passé d'une entreprise hétéroclite à une force du secteur du fret. Les principaux transporteurs réclamaient nos intégrations d'API. Attirés par les promesses de suivi en temps réel et de facturation simplifiée, les investisseurs scrutaient nos indicateurs comme des faucons affamés. Et moi, réticent à perdre le contrôle, j'ai négocié avec acharnement jusqu'à obtenir une sortie de 37 millions de dollars. À cet instant, j'ai ressenti la gravité de la transformation de simples bidouilleurs en poids lourds du secteur. J'ai reversé une partie des bénéfices à notre équipe, m'assurant ainsi que Sarah et Dion se partagent le butin. Pour une fois, mon cœur s'est gonflé d'une générosité aussi sincère que le café qu'ils avaient préparé pour fêter ça. Après la vente, je suis resté silencieux. Pas de voiture Tapac sans grave-l'œil, pas de costume de créateur. J'ai conduit la même modeste berline que ma mère m'avait aidé à acheter à 21 ans. Son capot était marqué par les débris de la route et sa chaîne stéréo grésillait encore à cause des parasites. Ma garde-robe restait composée de chemises impeccables et de chinos qui ne me prédisaient jamais la bonne fortune. Pour notre anniversaire, Alana a déballé un cadeau, une montre en édition limitée qu'elle avait recherchée en ligne, et a répondu à mon regard vide avec frustration. « Tu pourrais au moins essayer de paraître ambitieux », a-t-elle dit, les doigts caressant le cadran discret de la montre. J'ai étouffé ma réponse, me remémorant une époque plus simple où l'ambition se mesurait en commis de code et en démonstration client, et non en prix et en apparence. Vivre tranquillement est devenu ma signature. Je croyais que la valeur devait être ressentie, et non affichée. J'ai investi dans des startups où l'innovation dépassait le pédigré, soutenant des entrepreneurs ignorés par les fonds de capital risque traditionnels. J'ai financé des bourses pour des étudiants issus de communautés sous-représentées qui rêvaient d'une carrière dans la tech mais manquaient de ressources. J'ai acheté des propriétés en Floride, dans le Massachusetts et ailleurs, mais je n'ai jamais publié de coucher de soleil sur les réseaux sociaux. Pour moi, le monde était plus riche grâce à ce que je construisais, pas à ce que je diffusais. Après tout, la véritable sécurité réside dans l'indépendance, et l'indépendance s'épanouit dans le silence. Pourtant, ce soir-là à Charleston, tout s'est effondré. Les mots de Gregory Hartford ont brisé l'illusion d'invisibilité que j'avais soigneusement cultivée. Son ricanement m'a traité de voyou, son rejet du verdict d'un jury de témoins autorisés. J'ai ressenti la douleur de l'humiliation, non pas à cause de la pauvreté, mais parce qu'ils pensaient que je devais être pauvre. Leur mépris révélait leur conviction que l'argent et l'ambition étaient indissociables. Si vous avez l'air modeste, vous ne devez rien avoir. À cet instant, je me suis juré de redéfinir leurs présupposés, non pas en criant haut et fort mon succès, mais en agissant résolument dans son sillage. Le lendemain matin, j'ai refusé de m'attarder dans les rues pavées de Charleston. Je me suis levé avant l'aube,
préparant mes bagages, le souvenir de leur dédain s'envolant. La voix d'Alana s'est évanouie tandis que je me faufilais hors de la maison. Un s'il vous plaît urgent, enveloppé de questions à moitié posées, mais je n'ai recherché que le silence. À l'aérodrome privé, le pilote m'a salué par mon nom, inconscient du drame de ma nuit. Tandis que l'hélice tournait, j'ai regardé le domaine se rétrécir sous mes pieds. Un bastion de privilèges désormais lointain, impuissant face à l'élan de ma détermination. L'eau claire m'a accueilli dans un doux silence. La maison de plage que j'avais achetée 2 ans plus tôt se dressait au milieu des palmiers ondulants et des palissades blanches, ses murs immaculés et ses fenêtres ouvertes à la brise marine. Je me suis arrêté sur le seuil, respirant le sel et la lavande, ces mêmes fleurs que j'avais cultivées dans des pots en terre cuite comme des symboles de calme. À l'intérieur, la lumière du soleil inondait le sol blanchi à la chaux, et je ressentis le rare luxe du calme. Je déballai mon ordinateur portable, le posai sur une table en teck surplombant l'océan, et laissai l'horizon infini me rappeler les possibilités. Mon appel suivant fut pour Amira, ma conseillère juridique et financière, qui avait surmonté tous les succès et tous les revers avec une compétence inébranlable. Lorsqu'elle répondit, sa voix était mesurée, mais imprégnée d'impatience. « Il est temps d'avancer », dis-je d'un ton posé, les yeux scrutant la courbe d'une vague lointaine. Un pare-feu complet pourrait permettre à tous les comptes partagés de se partager. Préparer les papiers de séparation. Doucement, elle acquiesça d'un léger claquement de stylo sur le papier, chaque inflexion confirmant qu'elle savait exactement ce qui se cachait derrière mes mots. La fin d'un chapitre et le début d'un autre, écrit avec une aisance juridique et un silence stratégique. Lorsque le soleil disparut à l'horizon, j'avais tracé ma route. Séparation, transfert, fiducie, repas. Chaque document marquait mon passage du statut de mari bafoué à celui d'architecte de la réinvention. Je dînais de poissons grillés et de quinoa. La berceuse de l'océan dans mes oreilles, ressentant une part dont j'ignorais l'existence. Aucun verre de vin ne m'enlevait une parcelle de ma détermination. Aucun souvenir désagréable des échecs passés ne persistait. Dans l'étendue de sable et de vagues, je retrouvais l'essentiel. La liberté d'action, la dignité et la confiance tranquille que ma fortune était la mienne seule. Ce soir-là, alors que l'obscurité tombait et que les lanternes clignotaient sur le porche, je fermai mon ordinateur portable sur un monde de contrats et d'imprévus. Je sortis, laissant la brise marine balayer les derniers échos des remarques sarcastiques de Hartford. À leur place surgit une vérité singulière. J'avais créé ma fortune de toutes pièces, sculptant de la valeur là où il n'y en avait pas auparavant. Et maintenant, loin des halls en acajou de Charleston, j'allais tracer une vie définie non par un prestige hérité, mais par une détermination délibérée et la liberté de vivre selon mes propres conditions. Le lever du soleil me trouva sur le tarmac, l'air de Floride déjà chargé d'humidité et de possibilités. J'ai regardé Charleston rétrécir sous les ailes du jet privé, le souvenir de cette table en acajou s'estompant sous les nuages. En milieu de matinée, après avoir passé la sécurité et l'eau claire, j'ai pénétré dans la cour lumineuse de ma maison de plage. Ses murs blancs brillaient au soleil, et les buissons de lavande que j'avais plantés au printemps dernier exhalaient un doux parfum mêlé à l'odeur iodée de la brise. J'ai ressenti un léger frisson en franchissant le seuil, savourant le contraste entre l'opulence étouffante de cette majestueuse propriété et la promesse d'ouverture de ce refuge aéré. À l'intérieur, la maison était vide, à l'exception de mes pas résonnants et du murmure des vagues de l'océan derrière les fenêtres. J'ai posé ma valise près de la porte et me suis dirigé vers le balcon où une table en teck surplombait l'eau. Mon ordinateur portable m'attendait, posé sur le sol lisse, tel un artefact de future plante. Je me suis affalé dans le fauteuil, les jambes étendues, laissant le soleil me réchauffer le visage. J'étais ici libéré du poids des attentes des autres. Ici, je pouvais respirer sans m'excuser. J'ai ouvert l'ordinateur portable et tapé un message rapide sur un miroir. Procéder à l'activation de la confiance. Aucun retard. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré pour confirmer. Tous les actifs seraient transférés comme prévu. Une fois les bases juridiques posées, je me suis tourné vers des ambitions plus créatives. J'envisageais depuis longtemps une deuxième aventure, une aventure qui fusionnerait mon expertise logistique avec les technologies émergentes et l'analyse intelligente des expéditions. J'ai ouvert un nouveau document et commencé à esquisser le cadre de Meridian Tech. Des algorithmes pour prédire les retards de fret,
des tableaux de bord pour optimiser les itinéraires, des modèles prédictifs pour réduire l'empreinte carbone. Au fil des mots, j'ai ressenti l'excitation familière qui avait animé les débuts de Sable Coror. Cette fois, je m'appuierai sur des ressources plutôt que de me battre pour chaque centime. Mais le défi restait brut et revigorant. Ma solitude fut interrompue par un coup frappé à la porte de derrière. Je n'attendais personne. Pourtant, en regardant à travers la vitre, j'ai aperçu Paco, l'homme à tout faire du coin qui entretenait la propriété. Il tenait dans ses mains un panier en osier rempli de mangues fraîches et un pot de miel du rucher familial. Il me les offrit d'un signe de tête respectueux. « Bon retour, patron », dit-il doucement, me rendant mon salut d'un sourire timide. Je le remerciai et l'invitai à prendre un café. Assis sur la véranda, j'appris que des entreprises de la région étaient désireuses de collaborer avec quelqu'un de mon expertise. Il mentionna les crevettiers locaux inquiets des retards liés aux ouragans et les pilotes de charter en quête de prévisions plus précises. Sa gratitude me réconforta plus que le soleil de Floride. Après le départ de Paco, m'assurant de ma future collaboration, je me glissai dans ma voiture et me dirigeai vers la marina toute proche. Les routes serpentaient entre palmiers et maisons basses, le soleil dansant sur les pelouses soignées. Au bord de la marina, je montai à bord d'un bateau de pêche appartenant à un contact issu d'un ancien investissement. Une rencontre fortuite s'offrit à moi lorsque je soutins discrètement son application de distribution de fruits de mer. Il m'a accueilli d'une chaleureuse tape sur l'épaule et m'a guidé le long du quai jusqu'au navire chargé qui m'attendait. J'ai arpenté les ponts, écoutant les capitaines décrire les plannings perturbés par des tempêtes imprévisibles ou la congestion portuaire. Chaque anecdote apportait des nuances à ma vision de la technologie Meridian. Des flux de données pour anticiper la météo. L'IA pour réorienter les navires à la volée, des analyses pour négocier les droits de quai. De retour à la maison de plage, j'ai installé un atelier improvisé dans la véranda. Des barres blanches bordaient les murs, jonchées de graphiques à code couleur et de notes griffonnées. J'ai invité 2 ingénieurs locaux, l'un expert en laboratoire de tapis, l'autre titulaire d'un doctorat en recherche opérationnelle que j'avais contacté via LinkedIn, à se joindre à moi pour une séance de brainstorming. Pendant des heures, nous avons associé idées et possibilités, esquissant des architectures systèmes, débattant des interfaces utilisateurs et projetant des modèles de revenus. En voyant leurs yeux s'illuminer face à l'impact potentiel sur le commerce côtier, j'ai su que la technologie Meridian irait au-delà du profit. Elle donnerait du pouvoir aux communautés, réduirait le gaspillage et transformerait les économies régionales. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner dans la cuisine ouverte, du mérou poêlé avec une salsa à la mangue, des asperges grillées et du riz à la noix de coco. L'îlot central a servi de table de réunion lorsque j'ai invité ma petite équipe à déguster le menu et à tester des prototypes de sites sur ma tablette. Ils m'ont fait part de leurs commentaires sur la présentation et l'ergonomie, suggérant de légères modifications pour peaufiner l'interface. Nous avons longuement dîné, les rires ponctuant les discussions techniques tandis que le ciel prenait des teintes lavande et or. J'ai servi des verres de Pinot Gré et trinqué silencieusement à la résilience et à la réinvention. À cet instant, entouré de collègues qui me voyaient non pas comme une intruse, mais comme une partenaire, j'ai ressenti un profond sentiment d'appartenance. Plus tard, j'ai marché pieds nus sur la plage sous un ciel étoilé. Les vagues clapotaient doucement à mes pieds, emportant dans l'obscurité les accomplissements de la journée. J'ai repensé au chemin parcouru depuis la formalité rigide de Charleston jusqu'à cette vie que j'ai façonnée avec intention, libérée des jugements de ceux qui mesuraient la valeur à l'aune des diplômes et des apparences à dîner. Ici, je mesurais le succès en ligne de code dans des chaînes d'approvisionnement renforcées, dans la satisfaction tranquille de construire quelque chose de concret. Je marquais une pause, fermant les yeux au son de la berceuse de l'océan. Sachant que demain apporterait de nouveaux défis, des présentations aux investisseurs, des programmes pilotes, des obstacles réglementaires. Mais alors que l'horizon rougissait aux premières lueurs de l'aube, je me sentais prêt. Cette maison de plage était plus qu'un refuge. C'était le creuset de mon prochain chapitre, et j'avais l'intention de l'écrire à ma façon. 3 semaines de silence s'étendaient comme un océan entre nous. Il émergeait, d'un calme trompeur, mais dissimulait des courants qui allaient bientôt les emporter. Je gardais mes journées organisées et pleines de sens. Chaque matin, je consultais les indicateurs de Meridian Tech. Chaque après-midi, je rénovais les meubles en teck du balcon. Et chaque soir, je cuisinais quelque chose de nouveau,
laissant les épices et les herbes fraîches me rappeler la vie plutôt que de réagir. La solitude était à la fois une bombe et un creuset. Je sentais mon estime de moi s'aiguiser tandis que les échos du domaine de Hartfort s'estompaient derrière moi. Je pensais rarement à Alana, Grégory ou Camille, sauf lorsqu'un souvenir fugace menaçait d'affaiblir ma détermination. En ces rares occasions, je sortais simplement, respirais l'air. Salin et laissais les vagues me rappeler que le temps, comme l'eau, guérit et érode à parts égales. Lorsque le message de Camille arriva enfin, il atterrit dans ma boîte mail comme un caillou jeté dans une eau calme, créant des remous de mécontentement. C'était bref, désinvolte, trop désinvolte dans les circonstances. Salut, tapatait-elle, je me demandais juste si tu pouvais aider papa avec quelques trucs sur son site web. Ses copains de golf veulent créer une page de collecte de fonds. Ces mots me semblaient comme de la cendre sur la langue. Leur monde continuait de tourner sans relâche, plein de prétentions et d'assurances, comme s'il était encore acceptable d'appeler l'homme qu'ils avaient publiquement humilié. J'ai envisagé de supprimer le message, mais je l'ai plutôt transféré à un miroir avec une simple note. Toute communication future passe par un avocat. Le curseur clignotait, impatient, et j'ai cliqué sur « Envoyer » avant que le doute ne s'installe. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Je sirotais mon expresso tandis que mon téléphone vibrait, des dizaines de courriels signalés comme urgents. Les Hartfort avaient découvert que la multipropriété d'Aspen, une propriété qu'ils considéraient comme leur sanctuaire commun, ne leur appartenait plus. L'acte avait été discrètement transformé en une fiducie irrévocable, dont ni Alana, ni Grégory, ni Camille ne détenaient de droit de bénéficiaire. Mon sourire était discret, contenu. Ils paniqueraient bien assez tôt en réalisant que leur projet de vacances, leurs photos sur les réseaux sociaux, leur fanfaronnade annuelle dans la poudreuse étaient rendues impossibles. Je savourais l'idée d'un chaos entièrement géré depuis ce balcon ensoleillé. Le premier appel provenait de l'avocat de Grégory, que j'ai immédiatement transmis à Amira. Elle a lu le courriel à voix haute, d'un ton sec et amusé. Monsieur Hartfort exige l'annulation immédiate du transfert de la fiducie, invoquant une influence indue. J'ai hoché la tête au rythme régulier de l'océan, indifférent, sous l'influence indue d'un homme qui avait indûment influencé ma valeur. Elle a suggéré une réponse brève et polie. Nous avons refusé tout commentaire. J'ai approuvé. La clarté est la forme la plus authentique de la compassion face à ceux qui confondent agression et droit. Vers midi, Alana elle-même a appelé. Sa voix tremblait sous un calme d'entraînement. « Miles, pourquoi fais-tu ça » a-t-elle imploré. « Je fais ça parce que toi et ta famille m'avaient appris que je n'avais rien. Alana. Cette nuit à ta table m'a clairement montré que j'étais invisible. » Elle a reniflé et j'ai hésité un instant, le cœur serré par les vestiges d'une affection passée. Mais je me suis rappelé que l'amour sans respect est un mirage, un jeu de lumière sur l'eau. Tu leur appartiens, ai-je dit. Je m'appartiens à moi-même. Il y a eu un long silence. J'ai imaginé sa tête baissée, des larmes coulant sur des joues qui avaient autrefois murmuré des promesses. Elle a finalement parlé, la voix aussi douce que du sable à la dérive. Je ne savais pas. Je voulais dire que moi non plus, je ne savais pas. Nous ne nous sommes jamais vraiment connus, seulement les rôles que nous jouions. Au lieu de cela, j'ai dit que tu ne savais pas. Tu as préféré la loyauté à leur jugement plutôt qu'à moi. La ligne est tombée. Je fixais le combiné, respirant la brise salée. Toute la colère qui m'avait autrefois enflammé s'était dissipée, remplacée par un calme résolu qui semblait plus puissant que n'importe quelle fureur. En 24 heures, les Hartfort ont multiplié les contacts. Lettres, appels, courriels, et même un détective privé, selon la rumeur, qui fouinait dans ma propriété. Ils ont tenté des manœuvres juridiques, invoquant fraude ou fausse déclaration, comme si la création d'un trust constituait un délit contre les conventions sociales. Chaque message atterrissait dans la boîte de réception de ma municipalité et se heurtait à un refus catégorique. J'observais leur désespoir comme un spectateur à marée haute, sachant pertinemment que la marée se retirerait, les laissant échouer sur les rivages exposés de leur propre arrogance. Dans cette tempête, j'ai refusé de me laisser entraîner dans des représailles. J'ai passé des après-midi à rédiger le livre blanc de Meridian Tech, à peaufiner des algorithmes capables de prédire les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement avec une précision étonnante. J'ai passé des soirées à expérimenter de nouvelles recettes. Vivano rouge rôti avec sauce citron-capre,
salade de papaye d'inspiration thaïlandaise, et je l'ai servi à la petite équipe qui croyait en ma vision. Et tard le soir, je marchais sur le rivage sous la lueur argentée de la lune. Chaque empreinte dans le sable mouillé était une trace de stabilité dans un monde qu'ils avaient tenté de déséquilibrer. Le contraste entre ma paix intérieure et leur agitation croissante m'a empli d'une chaleur inattendue, le sentiment que l'intégrité, une fois exercée, donne naissance à son propre sanctuaire. À la fin de la 3e semaine, la campagne des Hartford avait perdu de son élan. Leurs menaces juridiques ont fait long feu face à la forteresse de l'irrévocabilité. Leur influence sociale a décliné lorsque leurs amis ont compris que s'opposer à une fiducie établie en bonne et due forme risquait de compromettre leur propre réputation. Camille a tenté une dernière supplication. Une publication publique sur les réseaux sociaux louant ma générosité et me suppliant de laisser la famille se souvenir des bons moments. J'ai regardé la publication en direct pendant 15 minutes, le temps de faire une capture d'écran et de l'archiver, puis je l'ai laissé sans rien dire. Ils s'accrochaient à une bonne volonté qui s'est évaporée au contact de leurs propres erreurs. Le 21e jour, j'ai reçu une lettre d'Evelyn Hartford. Son texte était élégant, ses mots soigneusement mesurés. Elle racontait des souvenirs d'enfance, des pique-niques d'Alana et moi à Magnolia Plantation, des promenades nocturnes le long de la batterie, et concluait par un aveu de chagrin. « Je regrette de vous avoir fait souffrir », écrivait-elle. Dans cet aveu résidait la capitulation finale. J'ai épinglé une brève réponse. Vos regrets sont notés. Mon silence est assuré. Puis je jetai la lettre dans la cheminée et la regardai se réduire en cendres, sa chaleur se mêlant à des souvenirs que je ne revendiquais plus. Ce soir-là, tandis que les lanternes éclairaient le patio et que les lucioles dansaient parmi la bisque, je fermai mon ordinateur portable après une autre journée de progrès calculés. Le silence autour de moi était profond. Pas de messages urgents, pas de « s'il vous plaît » désespéré, seulement le chant rythmé de l'océan sur le rivage. Dans ce silence, je reconnus la texture de la vraie liberté, un calme si riche qu'il ne pouvait être acquis que par une action décisive, dégagée du doute. Yémé. Servi un verre de bourbon vieilli, le liquide ambré reflétant la lumière de la lampe, et le lever vers l'horizon. Quelque part à Charleston, les Hartford se demandaient s'ils ne m'avaient pas poussé trop loin. Je sirotai le bourbon, au goût de caramel et de fumée, et me tournai vers l'eau. Ils m'avaient sous-estimé une fois. Ils ne le referaient plus. L'air nocturne vibrait de possibilités, sans regret ni reproche. Au loin, le phare se dressait immuablement dans l'obscurité, son un rayon transperçant l'incertitude, guidant les navires vers leur destination. Dans cette lumière, j'ai vu mon propre reflet. Non plus le mari qu'il croyait connaître, mais un homme qui avait transformé le silence en force et le regret en renouveau. La vérité au bord de l'eau se révélait par de subtils changements. Les embruns charriaient des murmures de possibilités. La ligne d'horizon où le ciel rencontrait la mer offrait la promesse ininterrompue de nouveaux commencements. Ce matin-là, je me suis réveillé sous un ciel d'aube au ton corail et or pâle. Le doux rugissement des vagues manquerait dans le présent. 3 semaines de bouleversement avaient laissé place à un calme enivrant. Pas de mets d'avocat, pas de messages frénétiques, seulement le battement des vagues et le bourdonnement des serveurs de données de Meridiantech, au cœur de ma maison de plage. Dans cette lumière, j'ai senti le monde s'ouvrir à moi. Curieux de voir ce que j'allais construire ensuite, j'ai commencé ma journée comme j'en avais l'habitude. Une baignade rapide avant le petit déjeuner, l'eau salée me redonnant la concentration. L'eau était fraîche contre ma peau, et chaque mouvement m'éloignait un peu plus de l'homme que j'étais, de l'homme qui désirait tant. Approbation, qui cachait ses réussites derrière l'économie et la modestie. Je glissais désormais à travers les vagues avec aisance, porté par la certitude d'un objectif. En grimpant sur le rivage et en séchant sous un ciel pur, je ressentais une unité entre mon corps et mon esprit, la promesse que mes prochains mouvements seraient réfléchis et exempts de tout doute. À 10 heures, j'ai réuni mon groupe consultatif local dans la salle de conférence ensoleillée surplombant la plage. Sarah et Dion, vétérans du corps des sables, étaient arrivés pour un sprint de 2 semaines afin de lancer notre programme pilote. À leur côté se trouvaient 2 data scientistes et un vétéran de la logistique maritime, le capitaine Hernandez, dont les cheveux argentés et les mains calleuses témoignaient de décennies passées en haute mer. Nous nous sommes installés autour d'une table en teck jonchée d'ordinateurs portables, de plans et d'organigrammes dessinés à la main.
J'ai offert du café frais et des croquants à la mangue préparés par la boulangerie d'un voisin. De petits luxes gagnés grâce à cette nouvelle vie de générosité intentionnelle. Nous sommes plongés dans le premier test majeur de Meridian Tech, l'intégration. Algorithme de conditions météorologiques avec simulation d'itinéraires maritimes. Sarah a partagé des exemples de code à l'écran, des lignes de Python entrelacées avec des modules Java personnalisés. Si nous ajustons le flux des titres ici, a-t-elle dit en désignant un groupe d'instructions conditionnelles, nous pouvons réduire les délais d'accostage jusqu'à 15%. Dion a hoché la tête, tapant sur les touches pour lancer les simulations. Tandis que les graphiques clignotaient sur mon écran, nous avons observé les améliorations prévues se manifester sous forme de graphiques à barres et de lignes chronologiques. Le capitaine Hernandez s'est penché en avant, la fierté lisant ses yeux sombres. Ce genre d'efficacité sur mes itinéraires permettrait à mon entreprise d'économiser des millions chaque année. Et ce n'est qu'une flotte, a-t-il dit. Son soutien avait du poids. Il avait passé des années à lutter contre des conditions imprévisibles et des temps d'arrêt coûteux. Nous avons fait une pause déjeuner en terrasse. Tacos de maï-maï grillé avec salsa d'avocat et salade de papaye. La conversation a dérivé des détails techniques vers des visions plus larges, l'impact environnemental, des partenariats potentiels avec les autorités portuaires de GF Coast et la perspective d'intégrer nos analyses dans un modèle d'abonnement pour les petits opérateurs. J'ai écouté. J'ai absorbé chaque suggestion et pris des notes dans un journal relié en cuir. Les idées se sont formées et cristallisées, chacune nourrissant la suivante. Une application mobile permettant au capitaine de suivre les performances. Un tableau de bord permettant aux gestionnaires de terminaux d'anticiper les encombrements. Des alertes de maintenance prédictive pour le fret réfrigéré. J'ai ressenti une vague de satisfaction en voyant des talents désespérés converger vers une mission commune. En milieu d'après-midi, je me suis éclipsé pour une promenade solitaire au bord de l'eau. Le sable filtrait entre mes orteils tandis que je parcourais le rivage, l'esprit ruminant les découvertes de la matinée. Des jet-skis et des bateaux de location sillonnaient les vagues plus loin, leurs opérateurs n'étant pas perturbés par la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Ici, en marge, cependant, dans le silence entre les crêtes des vagues, j'ai trouvé la clarté. Tous les défis que j'avais rencontrés, les remarques désobligeantes, à Charleston, le bras de fer juridique autour du temps partagé avait affiné ma perception de moi-même. Je comprenais maintenant que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la richesse, mais dans la capacité à façonner des environnements pour créer des systèmes qui élèvent les autres. Ma rêverie fut interrompue par l'aboiement lointain d'un chien, suivi d'un bruit de pas précipité. Je me retournai et aperçus un miroir arpentant le sable, son blazer flottant derrière elle comme une bannière sombre. Elle portait un bloc-notes épais et une expression déterminée. Je lui fis signe de venir et la conduisis jusqu'à un bois flotté avec un rondin où nous pourrions nous asseoir au-dessus de la ligne de marée. Ils ont rappelé, dit-elle en se laissant tomber sur le rondin à côté de moi. Sa voix était calme, mais teintée d'impatience. Cette fois, c'est un sable marin qui menace de bloquer notre pilote si nous ne révoquons pas les clauses de la fiducie pour la propriété d'Aspen. J'exhalai, sentant la tension dans mes épaules se relâcher plutôt que de s'intensifier. Leur tentative de pression était devenue prévisible. Je répondrai, dis-je en me perchant sur un rocher proche. Dites-leur que c'est définitif. Pas de négociation. Elle hocha la tête et déplia son bloc-notes. Je rédigerai la lettre ce soir. En attendant, vous pourriez finaliser le calendrier de lancement pour nos bêta-testeurs. Ils attendent l'accès d'ici la fin du mois. Je tapotai le sable du pied. Je laisse filer le grain en réfléchissant. À la date. Dans 2 semaines, les premiers crevettiers locaux se connecteraient au portail de Meridian Tech et téléchargeraient leurs données d'itinéraire. En quelques jours, notre système commencerait à fournir des informations concrètes. Compris, dis-je. Dépassons leurs attentes. Amir se leva, époussetant le sable de ses talons. J'admire votre calme. Je lui ai adressé un sourire en me levant. Le calme n'est qu'une confiance déguisée. Elle a ri doucement et m'a tendu la main. Ensuite, retournons à la maison de retraite. Votre équipe vous attend. Nous avons rebroussé chemin jusqu'à la véranda où le soleil de l'après-midi scintillait sur les fenêtres de la salle de conférence. Ce soir-là, alors que l'heure dorée teintait le ciel de teintes en fusion,
Je retins mon souffle tandis que l'écran de connexion de notre version bêta s'allumait sur les ordinateurs portables de l'équipe. Des dizaines d'utilisateurs, crevettiers, capitaines de cargo, agents portuaires, commencèrent à télécharger leurs horaires et leurs bulletins météo. Je regardais notre moteur prédictif traiter des téraoctets de données, générant des optimisations d'itinéraires et des retards. Previsions. Le premier rapport a montré une économie prévue moyenne de 12% en temps de transit et une réduction de 9% de la consommation de carburant. Les applaudissements se sont ondulants dans la pièce. Même nos anciens combattants maritimes normalement stoïques ont fait irruption dans un sourire. Nous avons grillé avec du prosecco réfrigéré, les voix des crevettes crépitant par le haut-parleur alors qu'ils louaient la clarté de l'interface et la précision des projections. Un capitaine, sa voix crépitant sur les vagues, l'a appelé la meilleure chose depuis le GPS. J'ai levé mon verre haut, laissant le moment me laver. C'était plus qu'une victoire. C'était la preuve que les idées autrefois nourries pouvaient se rablier vers l'extérieur, transformant des vies et des industries. Plus tard, alors que l'obscurité s'installait et que les lanternes brillaient sur le patio, j'ai rejoint un petit groupe de membres de l'équipe autour d'un foyer. Le parfum de la fumée de cèdre se mêlait au sel et à la mangue mielée. Juno Reyes, mon conseiller en cybersécurité, s'est penché en avant, ses yeux reflétant les flammes. Vous avez créé la confiance en donnant le contrôle aux gens, a-t-elle observé. La confiance est la fondation de tout système, et vous l'avez conçue dans le code. Ces mots ont résonné, dessinant une série de nœuds réfléchis. J'ai regardé le feu scintillant, sentant sa chaleur faire écho au feu tranquille du but à l'intérieur. Le voyage de la salle de dîner de Hartford à ce cercle collaboratif sous Starlight avait été ponctué par la trahison et la stratégie. Mais cela m'avait conduit ici, debout au bord du Watt d'une entreprise qui perdurera au-delà de moi. La marée chuchota contre le rivage, un rappel que les véritables progrès coulent dans les cycles, les reflux et la montée en marche, la sculpture de nouveaux chemins et les sables changeants. J'ai éteint le feu et retourné dans les portes ouvertes de la maison de plage, ses murs blancs brillaient maintenant doucement sous les lumières encastrées. L'avenir nous attendait, vaste et inconnu, mais je me sentais prêt à naviguer dans ses profondeurs. Ici, ancré par Truss and Boy par but, je continuerai à construire, non seulement pour le profit, mais pour la promesse d'innovation qui a élevé tout le monde qui l'a touché. Et alors que je me suis endormi vers la berceuse des vagues, j'ai porté la certitude que j'avais trouvé un nouveau type de fortune, un mesuré non pas en dollars, mais dans la confiance et la transformation que je suis parti dans mon sillage. Le soleil du samedi avait à peine crêpé l'horizon lorsque j'ai repéré le SUV noir au ralenti au bout de mon allée, ses fenêtres teintées reflétant la lumière du matin comme un avertissement silencieux. Je m'arrêtai à mi-gorgée de mon expresso sur le porche, l'arôme amer me fondant en mettant la tasse. Ma maison de plage, généralement un sanctuaire de solitude délibérée, tenait maintenant la promesse de confrontation, et je l'ai accueillie. Je suis descendu du porche et j'ai descendu les marches en bois, laissant le cliquetis doux de mes mocassins sur les planches de couleur sable résonner mon anticipation mesurée. À chaque étape, j'ai répété comment je les saluais, équilibrant soigneusement la civilité d'un hôte avec la résolution d'un homme qui ne serait pas victime d'intimidation. La porte arrière du SUV s'ouvrit en premier et Gregory Hartford a émergé, sa posture raide, son costume sur mesure adapté pour le chemin de sable. Il s'arrêta pour dépoussiérer son pantalon comme s'il tentait de maintenir le plaquage du privilège au milieu d'un terrain inconnu. Derrière lui, Camille, rayonnante dans une robe de soleil qui n'a pas réussi à masquer sa détermination d'acier. Et enfin, Alana, serrant haut dans un plat vierge, une offre de paix maladroite. Chacun d'eux portait un air d'optimisme prudent, comme s'ils pensaient que la domesticité pouvait combler la violation de leur arrogance. J'ai fermé la distance entre nous avec une foulée calme et j'ai proposé un signe de tête. « Bienvenue, dis-je. Tu ne me rejoindras pas pour boire un verre. » Ils hésitèrent au pied des marches, l'incertitude scintillante dans leurs yeux. Alana déglutit, son regard passant sur les meubles en osier et le bois parpelé. « Miles, commença-t-elle, voix provisoire. » Grégoire faible la coupa avec une vague bouclée, son sourire tendu. « Nous voulons juste parler, » a-t-il dit. Les mots ont atterri entre nous comme des éclats de glace, cassants et à moitié formés. J'ai fait un geste vers le coin salon du porche. Bien sûr, s'il vous plaît. Je les ai conduits sur les marches et autour du patio où la table basse a été réglée avec de la limonade réfrigérée et de l'eau mousseuse.
Je me suis coulé sur une chaise et je les ai invités à prendre place. Une fois disposés, Alana la plus proche de moi, Camille à ses côtés, et Grégory en face, j'ai versé chacun un verre de limonade, ajoutant un printemps de menthe pour une touche de raffinement. Ils ont accepté sans commentaire, leurs yeux passant à l'horizon où l'océan rencontrait le ciel dans une étreinte impeccable. J'ai regardé qu'ils se tournaient en silence, le vieux rouleau se déplaçant maladroitement. Enfin, Alana s'éclaircit la gorge et plaça la tarte sur la table. Je pensais que cela pourrait peut-être aider, a-t-elle dit, la voix s'inscrivant. La tarte brillait sous le soleil du matin, son haut en treillis doré mais en quelque sorte inadéquat. Je l'ai étudié un instant avant de secouer la tête. Merci, dis-je, voix douce, mais je suis passé des excuses couvertes de pâtisserie. Grégory se pencha en avant, serrant ses mains. Ses yeux fouillaient les miens comme s'il cherchait un scintillement de l'homme soumis auquel il s'attendait. Miles, nous n'avons jamais voulu le faire. J'ai levé une main. Épargne-moi les discours, ai-je dit. Les mots sont venus tranquillement, mais ils portaient le poids d'un homme qui avait été trahi, mais refusait d'être diminué. Vous pensez que les cadeaux et les mots peuvent annuler ce qui a été fait en public, j'ai poursuivi. Mais le respect n'est pas acheté avec du sucre. Leurs faces se raidissent, les lèvres de Camille pressées dans une fine ligne. Je laisse le silence s'étirer, chaque seconde renforçant la vérité. Ils avaient sous-estimé ma détermination. J'ai atteint ma poche et j'ai produit une petite enveloppe de couleur crème. Je lui ai tenu un loft pour que chacun d'eux puisse voir. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve un rapport financier, ai-je dit. Une déclaration détaillée des actifs que j'ai placés dans une confiance irrévocable. Vos noms n'apparaissent nulle part, pas même à l'ANI. J'ai laissé la phrase s'installer. J'ai inclus votre propriété de vacances conjointe à Aspen avec plusieurs autres participations, résidentielles et commerciales, que vous avez présumé partager. L'enveloppe était plus légère que l'air dans ma main, mais son contenu portait le poids de décisions irrévocables. La main de Camille s'envola vers sa bouche et la mâchoire de Grégory se serra. Les yeux d'Alana scintillaient avec choc, culpabilité et autre chose, la perte. Je me tenais, glissant l'enveloppe à travers la table vers eux. Je ne suis pas là pour se réjouir, dis-je, ma voix basse. Je suis ici pour définir les termes sur lesquels je vivrai ma vie à l'avenir. Je nivelle mon regard sur chacun d'eux. Vous avez 3 choix. Acceptez que je ne suis plus à vous de contrôler, de plaider et de surveiller vos efforts échoués, ou partir, et ne jamais revenir. Je me suis enfoncé dans la chaise, étudiant leurs réactions. L'air était épais de tension, chaque rythme cardiaque amplifié par l'immensité de la mer au-delà. Grégoire a rompu sa bouche comme si l'on a fait un peu de prérogative, mais il n'y avait pas de mots. J'ai un coup d'œil une fois, un moment de plus en plus, les regrets sont restés. Gling dans les corps de ses eyes. Alors allez-y, répondis-je. Et rappelez-vous cela. Le respect est gagné, non présumé. Avec cela, elle se tourna et rejoigna sa famille alors qu'il montait dans le SUV. Le véhicule s'éloigna, des pneus tournant du sable, ne laissant que l'écho d'une vie décédée. J'ai regardé jusqu'à ce que la dernière lumière de la queue disparaisse autour du coude. Le limonade dans le creux de l'hôte, en regardant le liquide pâle, il a marqué la fin de la liaison qui avait une fois menacé. Les vagues se sont doucement roulées sur le rivage, j'ai souri, imaginant les chapitres à venir, les chapitres que l'on écrirait selon mes propres termes, non liés par les loyautés passées ou les attentes héritées. Ici, au bord de Watt, j'étais vraiment libre. Des semaines dérivaient dans un rythme de création plutôt que par des représailles. Les gros titres effrénés de Hartford et les menaces juridiques répétitifs avaient diminué des échos d'évacuation, remplacés par le bourdonnement vibrant du pouls croissant de Meridian Tech. J'ai versé mon énergie dans tous les coins de l'entreprise, convaincu que le mouvement vers l'avant était la réponse la plus vraie au passé. Les matins ont commencé par des séances de stratégie via une vidéo liée à des investisseurs potentiels à New York et à Londres. L'argent intelligent, je me suis aligné par des présentations discrètes, tandis que l'après-midi m'a trouvé à l'atelier. Entouré de serveurs bourdonnants et de barres blanches denses avec des équations cartographiant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Nuit, j'ai parcouru le chemin de sable vers mon Porsche, regardant l'horizon et rédigeant des emails aux conseillers et aux mentors. Ma vie était devenue un collage d'ambitions ciblées. Chaque pièce s'adapte au balcon il y a des semaines. L'élan était enivrant. En moins d'1 mois,
Meridiantech a obtenu son premier investissement antérieur majeur, un consortium dirigé par une expédition à la retraite magnate qui a reconnu le potentiel transformateur dans notre analyse prédictive. Leur soutien est venu avec deux conditions. L'engagement inébranlable envers l'intégrité des produits et la liberté de pivoter rapidement à mesure que les idées du marché ont émergé. Je me suis convenu sans hésitation, sachant que l'agilité, plus que le capital, nous distinguerait dans un champ résistant au changement. Les fonds sont arrivés dans un fil électronique, et j'ai ressenti le frisson familier des ressources élargissant le domaine de la possibilité. Pourtant, j'ai refusé de laisser les chiffres assombrir ma vision. Chaque dollar a été réservé avec une précision chirurgicale pour le développement, l'acquisition des utilisateurs et les efforts de durabilité qui minimiseraient notre empreinte carbone. Avec l'investissement sécurisé, je me suis tourné vers le recrutement. J'ai rédigé des lettres personnalisées aux meilleurs ingénieurs que j'avais rencontrés lors de conférences, en expliquant des réseaux où les talents ont dépassé les opportunités. J'ai interviewé une demi-douzaine de candidats pour un rôle d'apprentissage automatique. Chaque conversation sondait non seulement les prouesses techniques, mais l'intégrité et l'esprit collaboratif. Lorsque Juno Reyes est entrée dans mon appel de Zoom, sa confiance modeste et sa connaissance approfondie des protocoles de cybersécurité m'ont impressionné instantanément. Elle a posé des questions méticuleuses sur la gestion des données, la confidentialité des utilisateurs et les garanties d'urgence. Sa minutie calme m'a rappelé la valeur des cadres invisibles, tout comme la confiance que je construisais en Floride, et je lui ai offert la position sur place. Alors que Juno s'est intégrée à l'équipe, une nouvelle dynamique a émergé. Au cours des séances de codage de fin de soirée, elle se penchait en arrière sur sa chaise, se rétrécissant alors qu'elle trace des architectures de sécurité sur le tableau blanc virtuel. Nous avons besoin de protocoles multicouches, dirait-elle. Dessiner des polygones imbriqués de défense et une surveillance en temps réel qui déclenche des alertes en fonction des anomalies, pas seulement des seuils. Son approche semblait chirurgicale, précise et chaque fois qu'elle parlait, j'ai vu la mosaïque d'un produit qui ne serait pas seulement puissant, mais résilient. Sous sa direction, nous avons endurci nos pipelines de données, crypté la télémétrie atmosphérique et des navires et institué des politiques de confiance zéro à travers le développement et le déploiement. Chaque sauvegarde a fait écho à l'engagement que je faisais pour ne plus jamais être aveuglé par des personnes ou par des systèmes. Simultanément, j'ai approfondi mon engagement avec les communautés d'innovation. Je me suis envolé pour Tampa pour une réunion des fondateurs du Cercle. Échangeant des histoires avec des entrepreneurs aux prises avec Edriven Logistique, manifeste d'expédition basé sur la blockchain et suivi assisté par satellite. Il respectait mes antécédents, non pas comme un brillant de garage Plisanville, mais comme quelqu'un qui a livré des solutions réelles. Tard dans la nuit autour d'une élance de conférence, nous avons échangé des histoires de guerre, des lancements de produits défaillants, des barrages routiers réglementaires et la marche des marelles entre la conception et la rentabilité des utilisateurs. Je suis rentré chez moi revigoré, mon esprit débordant d'amélioration à notre interface et à nos stratégies de sensibilisation. De retour à la maison de plage, j'ai présenté une soirée de démonstration rituelle hebdomadaire, vendredi. J'ai converti la salle du soleil en théâtre en verre surplombant la mer. Les projecteurs ont éclairé un écran où les prototypes vacillent à la vie. Dans l'équipe réunie, les ingénieurs, les scientifiques des données, le marketing mène à la présentation des progrès. Lorsque l'un de nos nouveaux stagiaires, un récent diplômé de fonds d'hospitalité, a présenté une maquette de tableau de bord convivial qui a simplifié des données complexes en visuels intuitifs, la salle a éclaté sous les applaudissements. J'ai regardé leurs visages s'allumer, sachant qu'en permettant à la voix de chaque contributeur, nous forgeons une culture aussi innovante que le code que nous avons écrit. Au milieu de la rafale de travail, j'ai trouvé des moments de réinvention tranquille. J'ai repris des cours de cuisine via du flux en direct, explorant des cuisines qui reflétaient mon propre voyage. Un chef libanais m'apprenant à plier chopéa, un maître japonais guidant les couteaux de sushi mince sur du thon frais. Ces rituels m'ont ancré, me rappelant que l'art et la précision, que ce soit dans la cuisine ou dans le code, partageaient des principes communs. J'ai également reconnecté le surf, attrapant les houles de l'aube sur des planches empruntées à des amateurs locaux. L'océan, en constante évolution mais présent, m'a appris la résilience à rester équilibré au milieu de courants changeants et à faire confiance à mon instinct même lorsque les vagues ont obscurci mon chemin. Au cours d'une soirée de fin d'été, j'ai organisé un petit rassemblement sur le patio. Aucun hard fort ne permettait,
Juste Junot, Sarah, Dion, le capitaine Hernandez, et une poignée d'entrepreneurs locaux dont les entreprises ont discrètement financé. Les lanternes jettent des halos vacillants sur de longues tables communes fixées avec des fruits de mer frais et des légumes rôtis cueillis ce matin-là depuis un marché de producteurs voisins. La conversation est passée des jalons de la feuille de route à triomphe personnel. Une jeune fondatrice obtenant son premier brevet, une équipe d'équipe réalisant une percée dans la normalisation des données. J'ai écouté avec une véritable fierté, savourant le sens du but partagé qui avait été absent de tant de célébrations passées que j'avais endurées. Alors que le dessert se terminait, je me suis levé pour parler. Les feux de feu craquants ont prêté intimité au rassemblement, et le ciel de la Starlet s'est étendu sans cesse au-dessus de la tête. J'ai raconté l'histoire d'une table de dîner où je me sentais petit, un récit qu'il connaissait, mais jamais fatigué d'entendre, car il avait défini le voyage collectif. J'ai parlé du choix que j'ai fait pour transformer l'humiliation en un catalyseur pour construire quelque chose de durable. J'ai remercié chacun d'eux pour leur contribution, soulignant que notre plus grand atout n'était pas du code ou du capital, mais la confiance que nous avions forgée. Leurs applaudissements étaient chaleureux, pas préfoncteurs, et à ce moment-là, j'ai ressenti la forme de reconnaissance la plus pure, non scénarisée, gagnée et partagée. Alors que les braises s'abaissaient et que la berce de la marée se faisait signe, je me suis éloigné du groupe et je me suis dirigé vers le bord de l'eau. Dans le murmure des vagues contre le sable, j'ai entendu la confirmation de ma propre croissance. Cette réinvention, plus silencieuse que la vengeance, pourrait rendre une vie plus épanouissante que toute victoire creuse. Je me suis retourné vers la lueur des visages allumés de lanternes. Chaque personne témoigne de ce qui pourrait s'épanouir lorsque la dignité a été récupérée et que le but a poursuivi. Sous l'étendue du ciel nocturne, j'ai réalisé que mon histoire n'était plus définie par le domaine de Hartford ou par la richesse qu'ils ont rejetée, mais par la communauté que j'avais construite, enracinée dans le respect, l'innovation et l'ambition partagée. Et avec cette révélation, j'ai tourné mon regard vers demain, prêt à écrire le prochain chapitre sur une toile plus large que n'importe quelle table en acajou. Lorsque l'invitation est arrivée à prendre la parole au Florida Business Tech Summit, j'ai senti une détermination silencieuse s'installer dans ma poitrine. Des mois de fin de nuit dans la salle du soleil, de polissage et de dîner de réseau avaient construit vers ce moment. Alors que je montais sur la scène du Tampa Convention Center, les lumières brillantes brouillaient ma vision du public, des investisseurs, des journalistes, des collègues fondateurs, et j'ai pris une inscription lente. En se souvenant du matin, j'ai d'abord esquissé la vision de Meridian Tech sur ce balcon de tech surplombant la mer. Vêtu d'un simple blazer bleu marine et d'une chemise blanche croquante, je ne ressemblais pas aux centaines d'entrepreneurs qui m'avaient précédé. C'était intentionnel. Je voulais que les mots résonnent sans distraction. J'ai commencé par raconter l'histoire que tout le monde connaissait. Une soirée dans une table en acajou à Charleston. Le ricanement qui m'a marqué basse vie. Le départ silencieux sous les lustres en cristal. J'ai parlé de la façon dont ce moment a sauvé une conviction que la dignité ne pouvait être récupérée que par une action déterminée. Le public se pencha en avant à la mention de l'humiliation publique. Fame de la promesse de transformation. Je me suis déplacé vers la façon dont je me suis retiré à Clearwater, j'ai rassemblé une équipe et j'ai tranquillement lancé Meridian Tech, investissant du sang et du code avant le capital. J'ai décrit le pilote précoce avec des crevettes et des capitaines à charte, la vague d'efficacité et le rire autour de ma maison de plage alors que les prototypes de tableaux de bord scintillaient sur des écrans éclatants. Chaque anecdote a connu une élan, non pas avec de l'épanouissement, mais avec une simple vérité. L'innovation fleurit de la résilience, pas du droit. Lorsque j'ai dévoilé les capacités de notre plateforme, le réacheminement de la charge en temps réel en fonction de la modélisation météorologique prédictive, des algorithmes d'apprentissage automatique. Réduisant le temps d'inactivité sur les quais, des tableaux de bord qui ont intégré les frais de port et les prévisions de carburant, les écrans derrière moi se sont allumés avec des démos en direct. J'ai démontré une séquence où un cargo simulé a rencontré des tempêtes inattendues au large de la côte du Golfe. Notre système a recalculé les routes en moins de 30 secondes, dirigeant le navire en toute sécurité dans un port alternatif. Des halètements ont percuté la foule. Quelques robinets plus tard, j'ai montré comment notre application mobile a envoyé des alertes aux capitaines et aux gestionnaires de logistique, réduisant les retards moyens de plus de 10%. Les applaudissements étaient polis, mais la preuve électrique énergétique que la technologie fondée sur les essais réels a parlé plus que toute promesse théorique.
Un journaliste à la première rangée a levé la main. Carrington. Elle a commencé. Comment équilibrez-vous l'expansion rapide de la maintenance de l'intégrité qui a créé votre succès? Je me suis arrêté, compte tenu de la question. L'intégrité, je le savais, n'était pas une vertu statique, mais une pratique constante. Nous construisons des systèmes avec confiance dans leur cœur, j'ai répondu. Chaque flux de données est chiffré, chaque prédiction responsable des commentaires en temps réel. Nous traitons nos utilisateurs comme des partenaires, pas des clients. Leur succès renforce notre plateforme et vice-versa. Les hochements de tête dans le public m'ont assuré qu'ils ont compris. Ce n'était pas un argument de vente polie, mais l'éthique de notre entreprise. Après mes remarques, je suis descendu de la scène dans un essaim de poignées de main et de renseignements de suivi. Les investisseurs voulaient des plongées plus profondes dans les projections de revenus. Les opérateurs de navires ont posé des questions sur l'intégration avec les réseaux satellites. Les journalistes ont griffonné des notes sur mon voyage personnel. J'ai répondu à chaque question avec sang-froid, en s'appuyant sur le même calme qui m'avait guidé à travers des escarmouches légales et des confrontations familiales. Mon équipe, réunie à l'arrière de la salle dans des polos de technologie Meridian assortis, m'a donné des coups de pouce et des sourires rapides. Leur confiance a renforcé la mienne. C'était une chose de raconter l'histoire, une autre pour le voir reflété dans des visages impatients prêts à rejoindre la mission. Plus tard dans la soirée, je me suis assis pour une interview avec Modern Executive Magazine. Le journaliste a bien été rendu dans la fintech et la logistique à poser des questions incisives sur l'évolutivité, l'impact environnemental et la confidentialité des données. J'ai parlé franchement de notre feuille de route, de l'expansion dans des réseaux de livraison de drones, du partenariat avec des ports côtiers pour réduire les empreintes carbone et démocratiser l'accès pour les petits opérateurs qui ont souvent chuté des mailles du filet des fournisseurs de logistique traditionnels. Quand j'ai quitté l'interview, elle a souri et m'a dit qu'elle avait exactement le titre. 2 jours plus tard, mon téléphone a bourdonné d'alerte. L'article avait été mis en ligne sous le titre « De trash à Titan, le génie tranquille derrière Meridian Tech ». J'ai ouvert le lien et lu la fonctionnalité, qui a raconté mon voyage de cet invité de dîner ostracisé à un fondateur visionnaire. Il a mis en évidence les succès initiaux de Meridian Tech, les effets d'entraînement sur les économies locales et l'éthique de l'intégrité qui a guidé chaque ligne de code. La pièce a tendance à 48 heures sur les plateformes sociales, attirant l'attention des principaux médias et des discussions de déclenchement dans les forums commerciaux du monde entier. J'ai fait défiler les commentaires, certains félicitations, d'autres envieux, quelques sceptiques, mais surtout intrigué par le contraste entre ma présence discrète et les réalisations à fort impact. J'ai regardé les notifications LinkedIn d'Alana augmenter. Elle a refusé le lien exécutif moderne avec une note sur la fierté des réalisations de Miles et un hashtag qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. #MyHusbandInnovator. Julian, son colocataire, a laissé un commentaire louant mon histoire. Même les copains de golf qui ont appelé Grégory pour des faveurs me taguent dans des messages de félicitations. Mais quelque chose avait changé. Je ne me suis plus senti obligé de répondre à tout cela. Leur réaction n'était pas pertinente pour le travail que j'avais mis en mouvement. Cette nuit-là, j'ai organisé un petit rassemblement de célébration à la maison de plage. Investisseurs, équipe de base, amis qui m'avaient soutenu. Nous avons grillé avec du champagne alors que des vagues se déchaînent au-delà du patio, et quelqu'un a capturé une photo candide de moi au milieu de rire, du verre élevé. C'était la première image de Miles Carrington que le monde verrait. Pas un invité à la mauvaise table, mais un homme qui dirige un véritable changement. Alors que les festivités se poursuivaient sous lanterne light, je me suis éloigné du balcon. Le titre de l'article a rejoué dans mon esprit, se mêlant aux berceuses de l'océan. J'ai réalisé que la vraie révélation n'était pas la distinction publique, mais les moments d'impact silencieux lorsqu'un capitaine de cargo a signalé des retards réduits lorsqu'un petit opérateur nous a remercié d'avoir sauvé son entreprise. Lorsqu'un analyste de données a vu son travail façonner les chaînes d'approvisionnement plus intelligentes, l'horizon s'est étiré infini, et j'ai ressenti la même augmentation de la possibilité qui m'avait transporté ici. La révélation du public a peut-être stupéfait ceux qui m'ont rejeté, mais cela signifiait peu par rapport à la confiance que l'on avait cultivée et les solutions real world que nous avons livrées. J'ai inhalé l'air salé et j'ai souri, certain que les jours les plus brillants de Meridian TK se trouvaient, construits sur le fondement inébranlable de l'objectif,
de l'intégrité et de la croyance inébranlable que la dignité appartient à ceux qui osent créer. Le courrier électronique d'Alana est arrivé comme une branche d'olivier provisoire. S'il vous plaît, rencontrons-nous. Juste déjeuner. J'ai regardé ces mots perchés sur le bord de mon balcon de Saint-Lay, des vagues chuchotant en dessous. Une partie de moi recula, se souvenant de son silence quand j'étais honteuse, la facilité avec laquelle elle se tenait près de la cruauté de sa famille. Une autre partie a encore reconnu l'espoir fragile dans sa demande. J'ai répondu, non, Seaside Café. Le lendemain, je suis entré dans la cove de Neptune, une bastro au bord de l'eau célèbre pour sa brise légère et ses tables tranquilles. Alana attendit à une table d'angle donnant sur l'eau turquoise. Elle portait des bleus doux qui correspondaient à la mer. Ses cheveux ont balayé, les yeux sonnent d'eux. Fatigue et quelque chose qui ressemblait à un regret. J'ai glissé dans la chaise en face d'elle, la table entre nous une distance délibérée, poncée uniquement par des bavardages en semaine et des serveurs qui passaient. Elle expila, plaçant une main sur la mienne. Le contact était étrange, chaleureux, familier, mais blessé par des mois de méfiance. « Miles, je suis désolé, dit-elle doucement. J'étais aveugle à la façon dont ils vous ont traité. » Sa voix tremblait comme un enfant, brute et sans effort. J'ai hoché la tête, laissant ces mots s'installer. Le péché du sel de mer et de la vignaraie de citron se leva entre nous, me ancrant dans l'instant. « J'apprécie les excuses, ai-je répondu, choisissant le calme plutôt que le mépris. Vous avez dit plus tôt que vous ne saviez pas. Je comprends maintenant que vous ne voyez vraiment pas. J'ai étudié son visage, à la recherche de la sincérité. Elle a rencontré mon regard, les yeux brillants. J'ai cru ma famille. Je pensais que si je restais silencieux, rien ne changerait. J'avais tort. Nous avons commandé un vivano grillé et une salade. Light fare pour une forte conversation. Nos assiettes sont arrivées et pendant un moment nous avons mangé en silence. Les seules mouettes sont et les moteurs à bateaux lointains. Je l'ai regardée, la femme que j'avais aimée, maintenant une étrangère à la recherche de fermeture. Nous manque-t-il ? Elle a demandé après une longue pause. Ses doigts ont tracé la condensation sur son verre. Tu me manques ? Je me penchai en arrière, goûtant du sel sur la brise. Je ne manque pas ce que nous avions, dis-je. Nous avons construit quelque chose sur le respect emprunté. Quand il s'est effondré, j'ai réalisé que je ne vous connaissais jamais vraiment. Mes paroles étaient honnêtes, sans cruauté. Elle tressaillit, puis hocha la tête. J'aurais aimé t'avoir défendu, chuchota-t-elle. J'aimerais avoir vu votre valeur. Des larmes ont glissé sur ses joues. J'ai déballé une serviette et je lui ai remis. La valeur n'est pas déclarée par d'autres. Je lui ai dit que vous vivez votre vérité. Elle tamponna ses yeux et avala. Y a-t-il un moyen de revenir ? Elle a demandé. La question pendait entre nous comme du bois flotté. Flotsam ayant besoin de direction. J'ai siroté de l'eau, pesant sa sincérité. Le dos implique que nous allons à ce qui était. J'ai dit. Je suis un homme différent maintenant. Elle a avalé fort. Pouvons-nous recommencer ? J'ai regardé l'horizon du port, imaginant de nouveaux chemins se déplaçant comme des voiles. Une douce brise ébouriffa mes cheveux. J'ai rencontré son regard. Je ne peux pas défaire le passé, ai-je dit. Mais nous pouvons décider comment nous avançons. Pas comme nous l'étions, mais comme qui nous sommes devenus. Elle hocha la tête lentement, un fragile d'espoir scintillant dans ses yeux. J'ai offert un petit sourire. Commençons par l'honnêteté, dis-je. Pas de secret, pas d'hypothèse. Son soulagement était palpable, une expiration douce emportée par le vent de l'océan. Nous nous sommes attardés sur des desserts, une tarte au citron avec de la crème fouettée, parlant dans des tons en sourdine de petites choses, mes prototypes, son travail en tant qu'architecte paysagiste. La conversation était authentique, construite sur le respect mutuel plutôt que sur les attentes. À la fin du déjeuner, nous nous sommes tenus et nous nous sommes brièvement admis une reconnaissance de l'histoire partagée et la possibilité d'un nouveau départ, aussi incertain. Alors que je m'éloignais, je me suis rendu compte que le pardon ne signifie pas de retour. Cela signifiait la libération, la culpabilité, le jugement, des liens qui nous lient à qui nous étions. Et dans ce communiqué, j'ai découvert une liberté plus pure que la vengeance ou la réconciliation. Une liberté de choisir mon propre chemin étape par étape délibérée. Chaque dimanche soir,
alors que le soleil plonge dans le golfe et baigne ma maison de plage en or fondu, je me réjouis d'un nouveau type de rassemblement. Pas de Hartford, pas de prétexte fantaisiste, juste une longue table en bois fixée sous des lanternes entourées de personnes qui choisissent d'être là. J'organise des fleurs fraîches du marché local aux côtés de bols de crevettes grillées et de salsa de mangue. Le parfum se mêlant au sel et au romarin des herbes en pot à mes pieds. Mes mains se déplacent avec une facilité pratiquée. Chaque détail une déclaration délibérée. C'est ma maison, mes règles, ma vie. L'invité arrive avec des sourires plutôt que des obligations. Juno, maintenant mon partenaire à plus d'un titre, balai et portant un plateau de poulpe carbonisé, son rire chaud contre la brise du soir. Sarah et Dion mettent leur place à côté du capitaine Hernandez et de sa fille, une biologiste marin en herbe qui rayonne alors qu'elle décrit son dernier projet de cartographie des récifs coralliens. Les jeunes fondateurs plieront des chaises vers la table, désireux d'échanger des histoires de guerre des start-up sous le lustre des étoiles. Alors qu'ils s'installent, je soulève une voiture de thé glacé et élève un toast, à la liberté, à l'usage, à la construction de futurs ensembles. Les conversations fleurissent comme la nuit fleurissant le jasmin grimpant la pergola au-dessus. Ils parlent d'optimisation de code et de durabilité, de partenariats de bourse et d'ateliers communautaires. J'écoute, en interdisant où je peux, posant des questions qui déclenchent de nouvelles idées, applaudissant des idées qui me rappellent pourquoi j'ai quitté la cage dorée de Charleston. Ici, personne ne mesure la valeur des diplômes ou du pédigré social. La valeur de chacun se reflète dans ses contributions, dans la fiducie que nous étendons en l'honneur. Après le dîner, nous dérivons vers le bord de l'eau. Pieds dans le surf cool, quelqu'un se brise en chanson, un air folk doux qui dérive à travers les vagues, et bientôt des voix se joignent à l'harmonie, entreprenant la nuit. Je me sépare un instant, en regardant Lanterne Light danser sur l'eau ondulante, sentant le léger remorqueur de surf contre mes chevilles. N'ayant plus hanté par les fentes passées, je suis fermement enraciné en ce moment, vivant à la chaleur et à la possibilité partagée. Plus tard, alors que le dernier invité part et que je verrouille la porte derrière eux, je m'arrête dans la lueur des lumières du porche. Ma maison est silencieuse, un phare de tout ce que j'ai récupéré, de la dignité, du but et de la liberté de définir le succès selon mes propres termes. Je pénètre à l'intérieur, fermant la porte contre l'obscurité et exhale. Le voyage de cette table de dîner de Hartford à ce sanctuaire m'a appris que la plus grande fortune n'est pas comptée en dollars, mais dans une vie construite authentiquement, a vécu pleinement et partagée généreusement.